Bonjour à tous, bienvenue dans Azure Newscast, le vidéocast dédié à Kubernetes dans Azure, animé par une équipe de choc composée de Stanislas, Nicolas et moi-même. Nous sommes tous les trois membres de Microsoft France dans l'équipe dédiée aux partenaires. Vous pourrez d'ailleurs trouver nos coordonnées pour nous joindre si vous avez besoin de rentrer en contact avec nous. Le format de l'émission est assez simple. Une partie dédiée à l'actualité de Kubernetes dans Azure, et ensuite un approfondissement d'un sujet en particulier qui, nous le souhaitons, vous aidera à aller plus loin dans Azure et être plus efficace dans votre travail de tous les jours. Sans plus tarder, Stanislas, à toi la main sur le premier sujet. Alors première annonce qu'on peut voir dans le changelog d'Azure Kubernetes Service. Donc c'est le changelog qui va nous servir de fil rouge en fait pour commenter l'actualité. Donc là on va prendre les deux derniers changelogs qui ont eu lieu début janvier et fin novembre 2019. Donc première actualité, l'annonce ou la réannonce qu'on avait déjà annoncé le mois dernier, que Azure Kubernetes Service, on va déprécier une fonctionnalité qui est aujourd'hui en preview, qui s'appelle les PSP, les Pod Security Policy, qui permettent de définir effectivement, comme leur nom l'indique, des stratégies d'usage au sein de Kubernetes, comme par exemple définir obligatoirement des requests et des limites pour les pods, ou autoriser ou pas l'usage par exemple de containers avec des privilèges élevés. Donc ça, on l'a en preview depuis assez longtemps. Finalement, l'usage et les retours de nos clients font que c'est pas super intéressant pour eux, ça n'a pas été vraiment super utilisé, et du coup on va privilégier une approche un peu plus managée avec Azure Policy à la place des PSP. Donc si vous utilisez aujourd'hui en preview, donc normalement pas en production, le PSP, sachez que ce sera retiré du service à partir du 31, enfin le 31 mai 2021. Voilà, ça c'est la première partie. Alors, nouveauté hyper pratique pour tous ceux qui s'intéressent au GPU dans Azure et particulièrement dans Kubernetes. Auparavant, quand vous souhaitiez utiliser des VM disposant d'un GPU à l'intérieur de Kubernetes, il fallait déployer un daemon set pour mettre en place les drivers pour accéder à ces GPU. Nouveauté maintenant, il y a des images qui intègrent déjà ces drivers à l'intérieur des VM, et de ce fait, sans effort, juste à la création du pool, je spécifie que je veux utiliser cette fonctionnalité, et du coup, je dispose immédiatement de tous les outils pour exploiter les GPU. Donc un gain de temps, et puis probablement une possibilité d'erreur en moins. Une des nouveautés concerne le plugin de networking Azure CNI, donc qui est utilisé dans AKS pour gérer le networking entre les nœuds et entre les pods. En fait, c'est son changement de mode de fonctionnement par défaut. Par défaut, jusqu'à présent, il utilisait le mode bridge. Donc, le mode bridge, c'était basé sur une des capacités réseau de Linux où on gérait une interconnexion entre différentes adresses IP, différents pods à l'intérieur du nœud, et on exposait ce bridge en fait à travers une interface réseau. Donc, on avait un certain nombre de contraintes de par le mode de fonctionnement qui imposaient notamment de changer quelques settings de l'interface réseau, donc de l'interface Ethernet virtuelle, mais il y avait quand même une interface réseau de Linux, et ça posait des problèmes par la suite chaque fois qu'on avait des upgrades ou des updates à faire sur les nœuds. Donc, l'équipe d'Azure CNI donc, a changé le mode de fonctionnement par défaut, et maintenant, donc, un déploiement d'un nouveau cluster, le plugin Azure CNI va fonctionner en mode transparent, c'est-à-dire qu'on était en mode layer 2 réseau avec les bridges. Là, on repasse en layer 3. Ça veut dire qu'on va rester au niveau du kernel Linux. On n'aura plus forcément besoin de modifier les configurations des interfaces réseau. Et le routage, notamment intra-VM, donc à l'intérieur d'un même nœud entre pods ou entre différents services, ne passera plus par la couche Ethernet de Linux, mais restera au niveau de la couche 3 donc du routage réseau, et ne circulera qu'à travers les IP tables et les couches de routing de Linux. Donc, la plupart du temps, ce sera complètement transparent. Par contre, pour les utilisateurs d'AKS qui ont des contraintes ou des dépendances réseau ou qui font de la personnalisation de nœuds, ça peut avoir un impact. Donc, c'est quelque chose à avoir en tête, ce changement de comportement par défaut. Alors également côté mise à jour, sachez qu'effectivement donc la version 1.20 de Kubernetes, donc le projet open source est sorti en décembre dernier. Du coup en janvier nous avons la GA côté AKS de la version 1.19 dans le service. Donc on est toujours à une version de décalage par rapport au projet Kubernetes en termes de versions supportées dans Azure Kubernetes Service. Et on supporte également une fenêtre de 3 versions.
Donc ça veut dire que on va déprécier très prochainement la version 1.16 de Kubernetes dans Azure AKS. Donc la dépréciation va avoir lieu après la semaine du 31 janvier 2021. Donc à partir de là, vous ne pourrez plus créer de cluster en version 1.16 ou de node pool avec la version 1.16. Donc ça c'est important, pensez bien à faire vos montées de version, n'oubliez pas que le projet Kubernetes change tous les 3 mois en termes de nouveautés fonctionnelles, les API peuvent changer, etc. Donc il faut faire vos montées de version et pas attendre le dernier moment. Et on va reparler dans le dossier tout à l'heure justement de tout ce qui est montée de version. Alors, une nouveauté qui va intéresser tous ceux qui veulent être plus réactifs et pouvoir utiliser chaque nouvelle VM quand elle est ajoutée au catalogue de VM dans Azure, la possibilité dans AKS d'utiliser n'importe quel modèle de VM dès qu'il est disponible dans Azure, sans attendre qu'il soit validé ou rajouté dans une liste utilisable. Alors, on met de côté, bien sûr, les VM les plus petites, celles qui ont un cœur et moins, car elles ne sont pas capables de faire tourner les éléments nécessaires pour un fonctionnement dans un cluster Kubernetes. Mais toutes les autres, à chaque fois qu'elles sont rajoutées dans Azure, sont immédiatement disponibles, donc pas besoin d'attendre, on peut en profiter immédiatement. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Également dans les fonctionnalités également qui évoluent, désormais l'autoscaler du cluster AKS supporte des nouvelles propriétés dans ce qu'on appelle le cluster autoscaler profile. Donc pour ceux qui n'ont pas vu passer l'autre nouveauté qui est effectivement le cluster autoscaler profile, historiquement on avait un autoscaling qui était avec des règles entre guillemets figées, mais qui était appliqué finalement au VMscale 7 qui sert l'autoscaling d'AKS. Désormais dans les propriétés d'un cluster Kubernetes AKS, on a une section profil pour la partie autoscaler qui permet de tuner en fait la manière dont va fonctionner l'autoscaling. Donc là on parle bien de l'autoscaling de l'infrastructure, c'est-à-dire du nombre de VM dans un node pool. Et là encore du coup avec ce autoscaler profile, on peut aller très finement rendre l'autoscaling agressif plus ou moins. Et en gros ça vient mapper le paramétrage qu'on a naturellement sur un VMscale 7. Donc là, typiquement ici, on a eu deux nouvelles fonctionnalités, de nouvelles propriétés en fait, au niveau de cet autoscaler profil. Alors également, dans les fonctionnalités qui sont en preview actuellement, la capacité en fait d'arrêter de démarrer un cluster, donc ça c'est intéressant effectivement pour des environnements qui sont pas forcément des environnements de production et sur lesquels on veut faire un peu d'optimisation financière. Donc l'arrêt d'un cluster, je le rappelle, permet d'arrêter l'ensemble des node pools et permet également d'arrêter la partie control plane et de sauvegarder en fait la configuration du control plane et de le redémarrer jusqu'après. Donc la fonction du stop and start existe depuis quelques mois en preview. Désormais, elle fonctionne également avec l'autoscaler activé et elle fonctionne également avec les private clusters, ce qui n'était pas le cas au début de la preview. Donc ça avance bien. On devrait du coup avoir une GA, la fonctionnalité qui devrait approcher relativement rapidement. En termes de composants update, et ça on en parlera là encore dans le sujet qui va suivre derrière, on a des nouvelles images qui arrivent pour la partie Windows. Donc images pour les nœuds Windows, et puis également on a des nouveautés en termes d'images, Ubuntu en 16.04, 18.04, et puis effectivement l'évolution du plugin CNI en relation à ce qu'a pu raconter Nicolas juste au-dessus pour Windows et pour Linux. Alors si on monte un petit peu plus loin dans le changelog de fin novembre, dans les choses qui sont intéressantes et qui sont arrivées, le Bring Your Own Control Plane Managed Identity. Donc vous savez qu'aujourd'hui, quand on va déployer un cluster Kubernetes dans Azure, on peut le déployer soit avec un Service Principal Name, soit avec une Managed Identity. Le Service Principal Name, on peut pré-créer avant son Service Principal et l'utiliser lors de la création du cluster. Par contre, pour la Managed Identity, jusqu'ici, c'était pas, en fait, c'était l'assistant d'installation qui crée pour vous la Managed Identity. Désormais, on peut la créer au préalable, cette Managed Identity, et la choisir lors de la création du cluster. Et donc, c'est ce qui sera utilisé pour donner une identité système en fait au contrôle plane. Que dire de plus? On a également dans les choses assez intéressantes, dans des changements de comportement, la manière dont on gère les mises à jour, on en parlera tout à l'heure, mais quand on va faire des mises à jour, à des moments on va faire des drains, c'est-à-dire qu'on va isoler, on va mettre un cordon autour d'un nœud et on va le vider de ses workloads. Si on a mis en place ce qu'on appelle par exemple des Pod Disruption Budget, donc des PDP dans l'acronyme, et que on s'aperçoit qu'en fait le fait de faire le drain pose un problème parce que le scheduler n'est pas capable en fait de recréer les pods qui ont été détruits par le drain pour être mis ailleurs.
Et bien dans ce cas-là, en fait, on va plutôt que de faire le join comme ça et puis de s'apercevoir après qu'on a un problème, qu'on ne peut pas recréer les nouveaux pods et du coup on viole finalement les budgets qu'on avait, les PDP qu'on avait créés. Désormais, en fait, c'est l'upgrade qui va échouer avant de dire, parce que simplement il va vérifier avant qu'il peut d'abord refaire les pods à côté plutôt que de faire l'upgrade. Donc voilà, c'est juste un choix dans le comportement de ça fonctionne. Si au passage d'ailleurs vous avez des problèmes de PDP, etc., je rappelle que dans la partie AKS, on a une zone très très intéressante ici qui s'appelle le Diagnose and Solve Problem. Endroit normalement où on n'a pas trop envie d'aller, simplement vous comprendrez pourquoi, parce que c'est une zone pour résoudre des problèmes, on en a toujours. Mais c'est très intéressant, par exemple si vous tapez ici PDP, là, à ce moment-là, effectivement, vous lancez des tests qui vont être liés au pod Destruction Budget si vous avez des soucis là-dessus. Donc là, il fait une petite analyse par rapport au cluster. Alors, je ne suis pas certain dans mon cas d'en avoir installé, mais on va voir ce qu'il va nous répondre. Ou peut-être que je les ai bien configurés, je ne sais pas encore. Donc cet endroit de diagnostic, il est vraiment super intéressant. Vous voyez qu'on a un système de recherche qui permet, en tapant les bons mots-clés directement, il va vous filtrer les tests. Et là, donc par exemple ici, il m'a testé effectivement la partie PDP. PDB, pardon. Et là, il me dit, bah là, il n'y a pas de problème dans votre cluster avec les PDB. Donc, ce qui est plutôt cool. Donc, moi, je vais dire que c'était helpful. Mais il y a plein de choses là-dedans. Si on regarde les cluster insights, ici, par exemple, il fait tout un ensemble de tests, en fait, sur le cluster. Et typiquement, si vous avez des problématiques à un moment de performance ou autre, etc., il ne faut pas hésiter à aller faire un tour là-dedans parce que c'est vraiment super intéressant pour la partie debugging. C'est fait pour ça. Il faut y aller. Et de la même façon, on a des choses sur la partie réseau également ici qui peuvent nous aider, que ce soit en termes de DNS, de SONET, de connectivité, etc. Donc voilà, utiliser ce genre de choses. On ne pense pas souvent y aller parce qu'on se dit, bah, non, mais en fait, c'est très intéressant comme zone de l'interface. Alors, une petite nouveauté, alors là, pas directement liée au fonctionnement de Kubernetes, donc sous sa forme AKS, mais surtout une nouvelle caractéristique du service. Historiquement, AKS, parmi les deux types de nœuds issus du monde Kubernetes qui doivent être gérés, donc il y avait les nœuds master qui gèrent la configuration, vraiment le cœur de fonctionnement du système, et puis il y a les nœuds de travail, les worker nodes. On ne facture que les worker nodes, donc les VM, qui font tourner vos containers et vos pods, mais les master nodes, donc les nœuds maîtres, étaient gratuits. Il y a quelques mois, courant d'année dernière, on a activé la possibilité d'avoir des nœuds master payants. Alors, c'est pas bien entendu pour le plaisir d'avoir à débourser un peu plus en fin de mois, mais c'est surtout pour avoir des clusters avec un SLA de bout en bout, incluant un SLA sur les masters, mais aussi un SLA sur les worker nodes, qui historiquement, bien sûr, a toujours été là. Le changement qui est arrivé avec cette mise à jour, c'est la possibilité, on va dire, de rétrograder un cluster qui avait un SLA de bout en bout, donc sur les nœuds master et sur les nœuds worker, vers un cluster en fait où les nœuds master sont gratuits, donc sans SLA, mais avec un SLO, donc c'est-à-dire qu'on s'engage à une maintenance et à une disponibilité technique du service, bien entendu, mais sans compensation financière, et des worker nodes avec un SLA, bien entendu, traditionnel avec les VM. Donc là, maintenant, on peut changer manuellement le cluster AKS d'un statut SLA plein vers un statut SLA juste sur les worker nodes. Et une autre nouveauté, alors là, moi, dans le cadre de mon activité, j'accompagne pas mal d'éditeurs logiciels, et les éditeurs logiciels ont souvent des besoins un peu spécifiques, particuliers, liés à leur historique, liés à un certain nombre de caractéristiques de leur application. Et très souvent, un besoin récurrent apparaissait, c'était la nécessité ou le besoin de modifier la configuration donc des nœuds, des worker nodes, des nœuds AKS qui fonctionnaient, ce qui était pas forcément recommandé. Un des seuls moyens de le faire, c'était de créer un daemon set, même si on souhaitait changer juste un petit settings, un petit paramètre de fonctionnement sur les fichiers, sur le modèle de threading ou ce genre de choses. Donc là, avec cette nouveauté, on a la possibilité donc de modifier certains paramètres, certains settings de fonctionnement, donc des worker nodes, sans avoir à créer un daemon set complet, et juste en spécifiant ce qu'on appelle une custom node configuration. Ça va nous permettre d'aller changer certains paramètres de l'OS sous-jacent ou
du fonctionnement de Kubernetes sur les nœuds en question. Bien entendu, si on a toujours besoin de faire des modifications un peu plus conséquentes sur l'OS, ce qu'il faut savoir, c'est que tout n'est pas forcément supporté, puisque le système d'exploitation derrière les worker nodes, et bien entendu, c'est une image qui est fournie par Azure, mais vous avez toujours la possibilité, bien entendu, dans ces cas-là, de faire un daemon set qui va s'exécuter en mode privilégié pour changer ces différents paramètres. Là, pendant ce temps-là, pendant que tu parlais, j'ai affiché un petit peu tous les paramètres qu'il y a. Il Super. y a vraiment pas mal de choses. Donc là, pour le coup, ça permet d'avoir un contrôle sans avoir à faire un tuning soi-même avec des solutions tierces Exactement. derrière pour faire ça. Alex, je crois également qu'il y a pas mal de nouveautés dont tu voulais nous parler. Alors, une petite liberté supplémentaire que nous accorde AKS est plutôt bienvenue. Lorsqu'on crée un private cluster, donc un cluster pour soi et qui n'est pas exposé sur l'extérieur, donc dans son propre VNet, pour le coup, on était obligé de définir une private DNS zone. Donc en fait, c'était une contrainte qui n'avait pas forcément de sens si on souhaitait gérer soi-même le DNS avec sa propre solution. Donc c'est terminé. On n'est plus obligé. Donc maintenant, on a un paramètre qui s'appelle le private DNS zone et on le met à none. Et avec cela, je ne suis plus obligé de préciser un DNS à la création et je pourrais moi-même le préciser. Alors, je prendrai soin, bien sûr, de faire en sorte que mon DNS soit dans le bon subnet et qu'il puisse aussi faire l'upstream vers les DNS serveurs d'Azure pour justement aller au-delà du cluster si besoin. Et pour finir cette riche actualité, un sujet qui plaira à ceux qui veulent maîtriser ce qui se passe dans Azure. Il y a un nouvel add-on disponible qui s'appelle l'Azure AD Pod Identity, qui va nous permettre d'utiliser les identités d'Azure à l'intérieur du cluster Kubernetes et plus particulièrement appliquées sur des pods. Donc, ce qui veut dire que je vais pouvoir définir des droits d'accès aux différentes ressources Azure, non plus uniquement au niveau du cluster, mais plus spécifiquement au niveau de certains pods. Donc là, ce qui va nous permettre de renforcer la sécurité à l'intérieur de notre déploiement Kubernetes. Le dossier d'actualité est terminé. On va passer maintenant au dossier de la semaine. Je pense que vous avez été nombreux, tout comme nous, à rencontrer ce type de problématique. Comment faire en sorte d'assurer une bonne continuité de service de votre AKS dans Azure? Comment faire en sorte qu'il soit toujours à jour? Comment est-ce qu'on fait en sorte de monter les versions au fur et à mesure qu'elles se succèdent? Ce dossier-là, c'est Stanislas qui va s'en occuper et qui va nous guider pour le faire le mieux possible. Et c'est le dossier de la semaine. Alors, la gestion des mises à jour, des montées de version dans AKS, c'est tout un sujet en fait, tout un sujet qu'on peut traiter en fait à différents angles en fait. Quand on connaît AKS, on sait effectivement que la partie contrôle plane, c'est un service managé, donc avec les avantages et les contraintes d'un service managé, c'est-à-dire qu'on peut pas, on n'a pas la main réellement sur les machines qui font tourner ces différents composants, on n'a pas la main sur la base de TCD, etc. Et puis en face, donc ça on va dire c'est un service managé donc géré par les gens chez Microsoft. Et néanmoins, tous nos worker nodes en fait sont des machines virtuelles ou des VM Scale 7 qui elles restent des machines sur lesquelles on peut se connecter en SSH et donc faire des opérations dessus. Et donc il va y avoir des mises à jour qui vont avoir lieu d'un côté et de l'autre. Alors, première chose, c'est que ici, on est sur des machines virtuelles, les VM Scale 7, c'est de l'infrastructure as a service, donc ça veut dire que le niveau de responsabilité en termes de gestion du fournisseur, en l'occurrence ici Microsoft, s'arrête à vous fournir en gros une bonne couche de virtualisation et sur le dessus il y a des VM et vous en êtes complètement maître. Vous pouvez faire un SSH dessus, vous pouvez faire péter tout ce que vous voulez à la limite parce que vous pouvez vous connecter, vous avez des privilèges de route. Donc voilà. Même si on ne conseille pas de le faire, mais techniquement vous pouvez le faire. Donc premier élément déjà, ici on va avoir des OS. Alors on va considérer ici que la partie manage pour l'instant en termes de gestion des correctifs et de ce qui tourne dans les worker nodes ou la forme sous laquelle ça tourne, c'est pas vraiment votre souci parce que c'est du manager. On assure que cet élément-là, tout ce qu'il y a ici, est bien à jour en termes de sécurité, en termes de version fonctionnelle. Et puis après, le niveau, on verra, de Kubernetes que vous allez choisir à ce niveau-là, c'est vous qui par contre ferez le choix. Mais pour tout le reste, c'est managé, donc
détendez-vous, on s'occupe de tout. Ici, par contre, on est plutôt sur du semi-managé ou des choses sur lesquelles, effectivement, en tant que client, il faut savoir que vous en êtes responsable. Donc, premier élément, les correctifs de sécurité. On est ici sur des OS Linux ou Windows, parce qu'on peut avoir des clusters mixtes avec effectivement au moins un node pool système sur du Linux, et puis après des worker nodes qui sont sur du Windows. Et donc, effectivement, on sait que par définition, les OS, il y a des mises à jour en permanence, que ce soit sous Linux ou sous Windows. Donc, retenez que AKS applique automatiquement les correctifs de sécurité, ou les correctifs sur le noyau, sur les nodes chaque nuit. Donc toutes les nuits, en fait, ça c'est planifié de manière automatique, il n'y a pas à le préparer, on sait que les correctifs seront appliqués. N'oubliez pas néanmoins que certains correctifs peuvent nécessiter de redémarrer un serveur. Alors, plus peut-être sur des nodes Windows, mais ça peut arriver sur des nodes Linux si effectivement on a des mises à jour qui sont un petit peu bas côté kernel. Et donc là encore, vous êtes en fait responsable de redémarrer les nodes pour finaliser l'application des mises à jour. Alors là, souvent, quand on raconte ça à nos partenaires ou à nos clients finaux, il y en a certains qui disent mais je crois que c'était un service manager. Oui, mais c'est une VM ici, donc c'est votre responsabilité de le faire. Et du coup, on peut se dire est-ce qu'il va falloir se connecter manuellement tous les jours, vérifier s'il y a besoin de redémarrer ou pas. Donc bien entendu, non, on va pas faire comme ça. Il y a des méthodes qui existent, il y a des outils. Donc nous, en fait, on encourage, on a documenté, on encourage l'usage d'outils tels qu'un daemon set qu'on appelle CureD, donc l'acronyme de Kubernetes Reboot Daemon, qui est un projet open source de Wiz Network et qui va très bien faire le travail automatisé de faire ce boulot pour vous. Il faut juste penser bien à l'installer une fois que vous avez votre cluster qui a été créé. Sinon, potentiellement, vous pouvez avoir des machines sur lesquelles les correctifs ont été installés, mais n'ont pas encore été finalisés en termes d'application parce qu'ils nécessitent un redémarrage. D'accord ? Donc, comment fonctionne un CureD ? Donc, c'est un daemon set, donc un déploiement Kubernetes où il va y avoir un pod qui va tourner par nœud sur le cluster, et ce pod va basiquement regarder la présence d'un fichier qui existe dans un répertoire du worker. Ah, quelqu'un a lancé un bruit de caméra, je ne sais pas qui c'est, mais ça fait un bruit rigolo dans le podcast. On va le garder quand même parce que je ne ferai pas de remontage. Je disais, le CureDaemon en fait va regarder la présence d'un fichier. Donc nous en fait, quand on va faire la mise à jour automatique des worker nodes Linux ou Windows, si à un moment il y a un correctif qui a besoin de faire un redémarrage, on va simplement écrire un fichier qui s'appelle reboot required dans /var/run, tout simplement. Et en fait, CureDaemon va simplement regarder de manière régulière s'il y a un fichier de ce type-là qui existe en fait dans le répertoire. S'il y en a un, à ce moment-là, il va orchestrer un redémarrage de l'ensemble des nœuds du cluster. Donc là, c'est bien de l'orchestration. CureDaemon va parler à l'API serveur, et puis ensuite il va faire la mécanique bien propre de dire ok, il y a un nœud qui doit redémarrer, je vais faire un cordon, je vais arrêter, je vais redémarrer, etc. Donc en gros, il va mettre un cordon autour du nœud qui a redémarré, comme ça on n'aura pas de nouveaux déploiements qui vont se faire dessus. Il va y avoir un drain, donc il va être vidé en fait de ces workloads, les workloads vont être recréés à côté sur les autres nœuds, la machine va redémarrer, et puis ensuite tout va revenir en sorte, et puis il va passer à la suivante. Donc ça c'est bien, c'est documenté, on vous met ici le lien de documentation, et on vous le mettra dans la description et l'article associé à cette vidéo, mais sachez effectivement qu'il faut le faire, c'est pas fait pour vous automatiquement aujourd'hui. Ensuite, on a une autre option, une autre chose à savoir, c'est que les nœuds, les OS des machines virtuelles sont soit du Windows Server 2019, soit de l'Ubuntu pour la partie Linux. Et qu'en fonction de la version de Kubernetes que vous allez choisir dans AKS, vous aurez de la 16.04 ou de la 18.04. Donc dès qu'on est au-delà d'une 1.18 sur Kubernetes, on est en 18.04. Mais potentiellement, vous l'avez vu tout à l'heure, on en a parlé dans l'actualité, on peut encore être aujourd'hui en 1.16 sur Kubernetes ou en 1.17, d'accord ? Donc si vous êtes en 1.17 et que vous voulez néanmoins avoir une Ubuntu 18.04 LTS, vous avez la possibilité de faire une montée de version derrière et de jouer sur ces OS-là. Il va falloir passer pour cela par une option particulière qui s'appelle Customize Ubuntu, si vous avez envie de tester tout ça. Donc si vous voulez voir la version en fait, qui est utilisée, la version de l'OS, qui est utilisé sur vos node pool, vous prenez la commande AZAKS, c'est plus simple, hein, AZAKS node pool, le nom de la ressource groupe, le nom du cluster, et puis ensuite vous allez regarder le résultat où vous allez faire une query derrière, mais cherchez ici ce qui s'appelle le node image version, et là vous voyez le nom de l'image qui est utilisé pour créer ce worker. Donc AKS Ubuntu, on sait que c'est la 16.04, et ici on voit que c'est l'image qui est datée du 28 octobre 2020.
D'accord? Donc ça, c'est une importance, parce que si vous avez fait attention tout à l'heure quand on vous a montré le changelog, en fait, on a régulièrement, l'équipe d'AKS publie régulièrement des nouvelles versions de l'image des worker nodes. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a dans une mise à jour d'image? Bon, il y a les mises à jour de sécurité, mais ça, de toute façon, elles sont déjà appliquées pour vous. Mais vous avez également les mises à jour qui sont non de sécurité, donc de type les binaires qui sont installés à l'intérieur et qui pallient de la sécurité, mais qui peuvent aider pour de la stabilité ou d'autres choses. Donc c'est important effectivement de maintenir également à jour les images de son cluster. Alors, si on veut utiliser un Ubuntu 18.04 sur un cluster qui serait pas en version supérieure à 1.18, eh bien, une fois qu'on a activé la fonction que je vous ai montrée tout à l'heure qui est en preview, eh bien, ce qu'il y a à rajouter ici, c'est ce qu'on appelle "-AKS, custom header, customize Ubuntu égale AKS, Ubuntu 18.04. Et là, du coup, vous pourrez avoir un cluster Kubernetes en 1.17 ou en 1.16 avec une 18.04 en dessous. Si vous voulez créer non pas un cluster, mais simplement un nouveau node pool dans vos clusters existants, là encore, AZAKS node pool, et puis là, pareil, on va faire passer le "-AKS, custom headers, customize Ubuntu, et puis là, on précise la version 18.04. Pour upgrader des VM node pool, donc là on a vu qu'on avait une version donnée, mais à un instant on peut également dire l'équipe AKS a sorti une nouvelle image et ils ont mis à jour les binaires à l'intérieur également au-delà de la partie sécurité. Moi ça m'intéresse d'avoir la dernière version, donc on supporte dans AKS le fait de mettre à jour les images des worker nodes. Donc la cadence en fait de release des images elle est à peu près d'une toutes les semaines, une toutes les 2 semaines, ça peut dépendre après en fonction de l'actualité également. Et donc c'est disponible dans le changelog, et donc l'upgrade est possible pour les clusters qui sont en mode VMscale 7, ce qui normalement est le cas à peu près aujourd'hui de tous les clusters, c'est le mode par défaut. D'accord? On parle ici d'un upgrade de l'OS, on ne parle pas d'un upgrade de la version de Kubernetes utilisant AKS. Donc c'est vraiment pour upgrader le Linux avec les nouveaux outils Linux dedans. D'accord? La mise à jour va se faire nœud par nœud, comme là, généralement toutes les mises à jour, d'accord? Donc c'est fait un nœud par un nœud, d'accord? Si à un moment vous avez un gros cluster et que du coup vous voulez que ça aille plus vite, parce que si nœud par nœud ça peut prendre beaucoup de temps de faire l'upgrade, vous avez la possibilité de changer une option qui s'appelle le max surge, où là vous allez augmenter le parallélisme, entre guillemets, le nombre de nœuds en parallèle qui peuvent être mis à jour. Et tout à l'heure, on vous parlait du changelog. Donc chaque fois que vous allez avoir des releases dans le changelog de Kubernetes, vous aurez toujours effectivement cette zone ici qui va vous indiquer les nouvelles versions des images. Donc là, ici, par exemple, on voit qu'on a une image donc dans ce changelog-là, ici, d'un AKS Ubuntu. Alors, on a l'image 16.04 et la 18.04, ils sortent toujours les deux en parallèle. Et on voit que ces images-là sont datées du 11 novembre, typiquement. Donc là, on peut se dire, moi, je veux mettre à jour, effectivement, mon image avec celle-ci. Donc comment on va faire la mise à jour? On a une commande AKS upgrade qu'on connaît historiquement, qui fait normalement l'upgrade plutôt d'une version de la version de Kubernetes. Mais si on rajoute derrière le paramètre qui s'appelle Node Pool Image Only, à ce moment-là, effectivement, l'upgrade ne va concerner que la mise à jour de l'OS et non pas le Kubernetes. Donc ça, c'est pour faire tout un cluster et donc toutes les VM d'un cluster AKS. Si on veut cibler ça uniquement sur un node pool particulier, on peut faire cette fois-ci la commande AZAKS, node pool et non plus cluster, node pool upgrade. Et là encore, on retrouve cette option qui s'appelle le "node image only". Et là, il va vraiment faire une mise à jour avec la dernière image qui a été mise à disposition par l'équipe AKS. Donc voyons le tout. Alors on peut récupérer également la version du nœud AKS avec une commande kubectl. Elle est un peu plus longue que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais elle marche aussi. Donc on peut faire un kubectl get node et puis après on va un petit peu filtrer, on va parser le JSON associé derrière. Mais là je vois ici par exemple que dans mon cluster, j'étais sur une AKS qui datait du 28 octobre 2020. J'ai lancé ma commande AZAKS upgrade. Donc -G, le nom du resource group, nom du cluster, et là j'ai bien mis -node image only. Là il me demande, attention, t'es sûr que tu veux le faire? Donc là vous avez quand même une confirmation, oui. Et puis là ça prend un certain temps, parce qu'effectivement en fonction de la taille du cluster, il va faire machine par machine la partie upgrade. À l'issue de tout ça, vous allez donc, alors pendant que c'est en train de faire l'upgrade sur la console, vous allez voir effectivement un provisioning state qui est de type upgrading node image. Voilà. Et une fois que c'est terminé, vous êtes en mode succeeded, et là vous pouvez relancer votre commande kubectl ou votre commande AKS show en cherchant l'information dans le résultat. Et là effectivement on voit que je suis passé ici à la mise à jour du mois de novembre. Voilà. Donc là j'ai fait une mise à jour de l'OS. Ok. Alors là encore, question? Tu me coupes l'herbe sous le pied là. J'allais te dire, tiens, c'est le genre de
fonctionnalité qu'on aurait tendance à essayer d'automatiser, faire en sorte de dire, tiens, toutes les semaines, je lancerai bien un petit traitement pour m'assurer que mon cluster soit bien à jour, etc. Ouais. Et je vais te dire, c'est bien un truc qu'on mettrait dans un pipeline, ça. Exactement. Eh ben, en parlant de pipeline, alors on peut le faire de plein de façons et de l'Azure Automation, parce que finalement c'est juste lancer un script, hein, une commande qu'on veut lancer de manière automatisée. Donc on pourrait le scheduler sur une machine d'admin, on pourrait utiliser un Azure Automation. On peut également le faire avec un pipeline GitHub. Et oui, en fait, en GitHub, t'es pas obligé dans les déclencheurs de GitHub Action, on n'est pas obligé d'avoir un changement dans un dépôt de code source. On peut également le faire sur un espace-temps. C'est une chose que j'ai découvert d'ailleurs quand j'ai travaillé ce sujet. Donc là, un scheduler, exactement. Donc là, je suis allé dans GitHub, dans mon GitHub Action, ici. Je me suis créé un nouveau workflow. Je suis parti d'un workflow qui était à peu près vide. J'ai donné un nom ici à ce workflow. Et là, le on, c'est le trigger. Donc le trigger, effectivement, il est basé sur un schedule et non pas sur un événement dans le dépôt de code source. Donc là, c'est une expression cron. Hein, donc, comme moi, si vous êtes comme moi, ce qu'on appelle techniquement une tâche en cron, eh bien, vous faites un cron générator dans votre moteur de recherche préféré. Puis il y a plein de sites web en fait qui vous disent, alors tu veux déclencher l'action tous les combien, et puis en fait, ça vous fait la bonne expression derrière. Donc ici, par exemple, on se déclenche ici tous les 15 jours à 3h du matin. Voilà. Je ne sais pas lire le cron en natif, hein, c'est pour ça que j'ai mis les commentaires. Et puis on va faire un job ici. Alors le job c'est quoi finalement? Là ce qu'on veut c'est, si on se dit on veut automatiser cette tâche, et on voudrait en fait lancer la commande AZ dont j'ai parlé tout à l'heure, la faire automatiquement. Donc on va la déclencher sur un système qui tourne, donc on appelle ça un runner dans GitHub Action, mais ça pourrait être un agent Azure DevOps ou autre. Donc là ici je vais le faire sur un agent un runner GitHub, et qui est effectivement un Ubuntu. Voilà. Alors du coup, ok, on va donc le workflow aussi va démarrer un environnement Ubuntu, mais cet Ubuntu va se connecter à Azure, donc il va bien falloir qu'il se log. Donc on va chercher Azure Login ici pour remplir un petit peu des choses dans son workflow. Donc là j'ai des exemples ici, et globalement en général je vais aller ici regarder le listing de la marketplace, et là j'ai tout le détail de ce GitHub Action qui est déjà prépackagé. Donc je vais simplement suivre ce qui est écrit ici, faire un petit copier-coller tout ça dans mon code. Et donc, pour pouvoir exécuter des tâches me loguer à Azure, je ne vais pas donner un nom d'utilisateur, hein, je vais utiliser un service principal name, qui est un compte programmatique. Donc, au préalable, je vais le créer, ce compte programmatique, dans mon Azure Active Directory. Donc là, je vous ai fait une petite commande, hein, un azad sp create for airback. Pensez bien à faire ici le -sdk-out, d'accord. Là, de base, si je ne fais rien, il va avoir des privilèges de contributeur sur l'abonnement, ce qui est peut-être un peu beaucoup, donc ça peut valoir voilà. Donc la commande, il faut peut-être un peu rajouter d'autres éléments, ou au moins la cibler à un scope particulier, qui serait par exemple le ressource group, où il y a les ressources AKS, tout simplement. Et pensez à bien garder le mot de passe, parce que il n'est pas conservé ensuite. Tu veux dire le secret ? Le secret, si on fait pas d'effort, oui. Exactement. Alors on peut en faire une rotation après, mais il faut bien penser effectivement qu'il est affiché une seule fois ici. Alors je l'ai affiché dans ce format-là, simplement parce que c'est ce format-là qu'on va prendre. On va faire un copier-coller de tout ça, et on va venir le claquer dans un secret GitHub. D'accord. Donc dans GitHub, on peut stocker des secrets, ils ne sont pas vus dans le dépôt de code source et ni dans le workflow, mais donc c'est sauvegardé ici. Donc là, c'est un secret, et donc j'ai fait un copier-coller de toute cette chaîne de caractères ici, et je l'ai mis ici. C'est pour ça que j'ai utilisé l'option ici -sdk-out, parce qu'il fait tout bien le formatage pour nous. Voilà. Donc on a un magnifique secret, magnifique, qui s'appelle donc Azure Credential. Et donc ce secret, je vais aller l'utiliser. Alors j'ai rajouté d'autres secrets, parce qu'en fait les variables et les secrets, c'est un peu le même nom dans GitHub, aujourd'hui ça s'appelle des secrets. Donc j'ai variabilisé entre guillemets ce workflow en disant, voilà, mon cluster ici, je peux changer le nom ici, c'est simplement une valeur, un secret, et les ressources groupes c'est pareil. Voilà. Et maintenant, mon code devient très impressionnant, vous allez voir, enfin le code de ce workflow. Ici, donc j'ai une première étape dans mon pipeline qui est de dire, je fais un Azure Login, et je vais faire passer en credential le secret que j'ai défini au préalable, donc secret.AzureCredential. Donc avec ça, mon runner va pouvoir se loguer à Azure. Alors je précise que sur les runners GitHub, le runner Ubuntu en tout cas, l'Azure CLI est déjà installé, ce qui fait qu'effectivement je n'ai pas à faire la procédure d'installation de l'Azure CLI. D'accord. Et puis, après, c'est vite terminé, parce qu'une fois qu'on a fait que j'ai fait ma première étape qui était de me loguer à Azure, la deuxième, c'est simplement de lancer un script. Donc en gros, de lancer une commande en bash. Et ici, je vais simplement faire la fameuse commande azaks upgrade, tirer le nom du ressource group. Donc là, je vais chercher le secret que j'ai créé dans GitHub, le nom du cluster, et puis tirer node image only. Et attention,
tout à l'heure, on a vu dans la commande que je devais répondre yes, oui, tu es sûr que tu veux le faire? Oui. Donc, comme on est sur un pipeline, il n'y a pas un petit humain qui va appuyer sur le doigt, donc il faut bien penser à mettre à la fin l'option "-yes". Je le dis parce que mes pipelines ont foiré les premières fois que je les ai fait, parce que j'avais suivi la doc officielle de Microsoft, et qu'ils avaient oublié en fait de mettre le "-yes", ce à quoi normalement ils ont dû remédier, parce que j'ai fait un pull request pour changer cette petite chose-là sur la doc. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Donc finalement, c'est un pipeline qui est relativement simple, hein. Il lance juste une commande. Alors on pourrait le faire effectivement en automation avec n'importe quel scheduler, et ça suffirait comme ça. Voilà. Donc on peut le faire avec du GitHub simplement, quelques lignes de code, une fois qu'on a compris la philosophie. Ça marche aussi bien avec un Azure DevOps ou un Jenkins, bref, tout tout pipeline. est capable d'exécuter un traitement récurrent, donc avec un scheduler, et quelques lignes de commande, ça marche. Ouais. Et donc là, effectivement, l'opération, elle est faite de manière automatique, on ne se pose pas la question. Voilà. Alors maintenant, on va parler des versions. Là, on a vu l'upgrade des OS, en gros des Linux ou des Windows. Quelle version de Kubernetes on supporte dans Azure? Donc là, encore, je l'ai dit, on ne supporte pas toutes les versions. On supporte en gros 3 versions mineures. Donc la dernière version mineure que nous, on considère GA dans AKS, plus 2 versions antérieures. Notre règle, c'est quand le projet Kubernetes augmente d'une version, enfin, on a toujours une version de décalage par rapport à la GA du projet Kubernetes. Donc aujourd'hui, on est en janvier 2021, la version 1.20 de Kubernetes est sortie en décembre. Donc ça, c'est actuellement celle qui est la dernière version prête pour de la prod. Du coup, nous, dans AKS, on supporte la 1.19. Qu'est-ce qui va se passer, Stan, si je suis un peu à la traîne? Tu vas rentrer dans la zone de l'abysse et j'ai un schéma pour ça plus tard. Mais globalement, ça veut dire qu'aujourd'hui, en janvier 2021, GA, donc chez nous, en GA, on a 1.19, on supporte la 1.18 et la 1.17. Et la 1.16 va bientôt être dépréciée. On a vu tout à l'heure dans le changelog que du fait des vacances de Noël, ils ont gardé un petit peu plus de trucs, mais la 1.16 va disparaître. Donc le fait de ne plus l'avoir dans les supports, c'est-à-dire que tu ne pourras plus créer des clusters avec cette version-là, tu ne pourras plus installer des nouveaux node pools, et si tu attends encore 3 mois, tu ne pourras même plus faire un upgrade. Donc c'est dangereux, il ne faut pas le faire, et c'est là où on va rentrer dans la zone dite de l'abysse, et je vais te la montrer tout à l'heure. Mais j'ai pas d'interruption de service, c'est-à-dire qu'on va pas me couper mon service ou quoi que ce soit, on est d'accord? Non, mais en fait, tu pourras plus jamais le faire évoluer, parce qu'on ne pourra plus faire de montée. Donc du coup, il va mourir en termes de sécurité, c'est pas une très bonne idée en fait. Y compris sur le scaling de notre pool existant? Ou est-ce que si on scale un autre pool existant via le scaling, ça ne devrait pas changer parce qu'en fait, le scaling est basé par rapport à une image. Donc l'image, normalement, elle est déjà présente, elle est déjà disponible. Mais dans tous les cas, c'est une mauvaise idée. Donc on ne le fait pas parce que on ne pourra plus se plaindre auprès du support parce qu'on sera plus supporté et on va avoir vraiment des problèmes. Donc c'est pas une bonne recommandation. Donc il est important de savoir effectivement ce qui est disponible à un instant T. Vous faites un AZ AKS get version, vous mettez la localisation, bien que normalement c'est la même version partout, mais à 24 heures près, le jour où on sort les releases, on peut avoir une petite différence. Et là, vous avez la liste en fait des différentes versions. Donc là, on voit de la 1.16 à la 1.19 dont je parlais tout à l'heure. Et donc là, on voit effectivement tout de suite, on peut encore instancier une 1.16. Et on voit également le chemin de migration. C'est-à-dire que si je suis en 1.16 et donc du coup, j'ai bien testé mon code à l'intérieur, je sais que ça marche en 1.19, je me dis, allez, là, je m'y mets, là, je vais faire les mises à jour. Alors, on ne peut pas faire le chemin direct de 1.16 à 1.19. Il va falloir faire 1.16 jusqu'à aller au maximum 1.17.13. 1.17.13, on peut l'amener jusqu'à de la 1.18.10, et 1.18.10, on peut l'amener jusqu'à de la 1.19.3. Voilà. Alors au passage, si on a activé la fonctionnalité de regarder les previews, on peut également voir des images. On a également la 1.20 qui va arriver en preview, et là elle est marquée que quand elle sera disponible, il y aura écrit 1.20 entre parenthèses preview, et preview ça veut dire ne l'utilisez pas dans AKS pour de la prod. Voilà. De toute façon, si vous allez vite recevoir ce genre d'email. Il est temps d'upgrader votre cluster le plus rapidement possible. Alors, vous pouvez le recevoir pour 2 raisons. Pour des raisons effectivement où vous sortez de la fenêtre, vous risquez de sortir de la fenêtre de support, ou alors parce qu'il y a eu des mises à jour de sécurité, et donc du coup, il faut passer peut-être de la 1.19.2 à la 1.19.3 parce qu'il y a des mises à jour. Et là, dans mon exemple, c'était parce qu'il y a des mises à jour qui ont été annoncées récemment. Vous avez les CVE derrière, donc ça correspond au bulletin. Les Common Vulnerability and Exposure, les bulletins qui détaillent en fait les problématiques de sécurité derrière. Et on vous dit là par exemple, dans cet exemple-là, vous avez une version qui est avant la 1.13.10, donc il faut que vous mettiez à jour, sinon vous allez être vulnérable par rapport à ces problèmes-là. Donc là encore, vous êtes prévenu et vous avez le détail et on vous dit effectivement le plus tôt possible, faites la mise à jour de votre cluster vers telle version ou telle version pour appliquer les mises à jour de correctifs. Et là, vous avez tout le détail derrière. Et en cas de question, vous avez également le contact vers le support. Donc on ne peut pas
on ne peut pas ne pas être au courant, entre guillemets, ou au moins le honneur de l'abonnement sera forcément au courant qu'il y a eu cette chose-là. Pour répondre à ta question, Alex, effectivement, la zone de l'abysse, elle est là. C'est-à-dire, là, tu es dans la zone, tu es toujours dans le support, et puis tout d'un coup, là, tu es en 1.15 ou en 1.16, et la 1.16 n'est plus disponible, et la 1.17 n'est plus disponible. Et là, tu peux plus faire ta mise à jour. Et là, on ne sait pas ce qui va se passer, donc c'est vraiment une zone inconnue. Tu peux le tester pour nous, vous pouvez le tester, mais c'est pas recommandé. Voilà. On a un calendrier de release, donc on peut en fait comparer le calendrier de release Microsoft avec celui du projet Kubernetes, mais c'est les mêmes avec un décalage de 1, hein, d'accord. Donc là, sur ces pages-là et qui sont augmentées, on vous mettra les liens également dans l'article associé à la vidéo. On voit effectivement, quand j'ai fait la capture d'écran qui est relativement récente, la 1.16 va terminer en janvier 2021, c'est-à-dire tout de suite. Elle était en GA, la 1.16, en mars 2020, et elle était en preview en janvier 2019. Et elle avait été lancée par Kubernetes en septembre. Voilà. Donc là, on voit que la 1.20 qui est sortie au mois de décembre, dont je parlais tout à l'heure, elle va arriver en preview, dans la case preview en janvier 2021, elle sera en GA en mars, et donc elle terminera quand la 1.23, la version 1.23 sera en GA, tout simplement. Voilà. Donc là, avec ça, on connaît son calendrier. Donc il est bon de ne surtout pas trop attendre, entre guillemets, quand on fait les mises à jour. Donc on a ce qu'il faut pour planifier. Et oui, c'est très programmatique pour le coup, c'est tous les 3 mois, et tous les 3 mois c'est le projet open source Kubernetes, et nous on est juste simplement à une version de décalage, c'est tout. D'accord. Pour les mises à jour, si on a un petit cluster simple mono node pool, on peut faire un upgrade directement depuis le portail en cliquant ici upgrade, on choisit la version de Kubernetes disponible, et on tape sur upgrade, et puis il vous fait le travail comme un grand. Aujourd'hui, on est tous sur une tendance d'avoir des clusters avec du multi-node pool, donc plusieurs familles de VM à l'intérieur. Et dans ce cas-là, la montée de version, elle va se faire en fait en faisant d'abord en 1 la montée de version du control plane, qui peut le plus, peut le moins. Donc un control plane de version supérieure peut gérer des node pools de version inférieure en termes de Kubernetes. Donc en 1, on fait l'upgrade ici sur le control plane. Alors, quand on est sur du multi-node pool, là encore, ça peut changer, les interfaces peuvent changer parce qu'on essaie de simplifier également la vie des gens, mais globalement, on vous dit plutôt qu'il faut le faire en ligne de commande. Donc là, vous allez faire un AZ-AKS upgrade, le nom du resource group, le nom du cluster, et là, vous précisez si la version de Kubernetes que vous souhaitez. Là encore, est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire l'opération? Oui, ça va prendre un certain temps en fonction de la taille du cluster, et l'opération est faite. Donc là, le control plane est fait. Et ensuite, pour les node pools, on va faire l'opération node pool par node pool, avec un AZ-AKS node pool upgrade, et là on précise effectivement la version de Kubernetes. Cette version-là sera égale ou inférieure au control plane. On ne peut pas avoir une version supérieure sur les node pools par rapport au control plane, ce ne serait pas logique. Ça veut dire qu'à un instant T, on peut du coup avoir des node pools qui ne sont pas aux mêmes versions. C'est pas très grave. Ce qui importe, c'est le control plane avec une version supérieure ou égale à celle-ci. Donc là, par exemple, ici, j'étais en 1.12.6 et là, j'étais en train d'upgrader en 1.12.7. Donc ça peut être intéressant dans des stratégies, on va le voir tout à l'heure, de mise à jour, de se dire, ok, j'ai mon application, je ne suis pas encore sûr que ça marche bien, je peux me créer un deuxième node pool à côté avec une nouvelle version et puis tester effectivement mes déploiements dessus. Une fois que c'est terminé. Ça, pour le coup, c'est une bonne idée de l'automatiser ou pas? Non. Je pense qu'on ne devrait pas l'automatiser parce que les montées de version de Kubernetes, en fonction du code applicatif qu'on a derrière et des objets qu'on utilise, on peut se retrouver avec des objets dont les API sont dépréciés parce qu'elles ont changé. C'est-à-dire que dans le projet Kubernetes, on a des API en alpha, on en a je crois que ça s'appelle bêta, si je ne dis pas de bêtises. Et puis après, on a les entre guillemets prêtes pour la production. Et en fonction des versions de Kubernetes, là encore, dans le changelog de Kubernetes, qui est beaucoup plus riche que le changelog AKS, on voit qu'il y a des API qui vont passer de alpha à bêta, de bêta à normal, voire des changements de comportement également, ou des objets qui vont être dépréciés. Et ça veut dire qu'en gros, son code peut complètement exploser en fait une version de Kubernetes. Donc on teste ça bien avant sur des clusters de pré-prod ou de test. C'est l'avantage également d'avoir du service manager, c'est on peut créer un cluster rapidement, faire son test et détruire le cluster après. Mais ça, il faut le tester. Là, pour le coup, c'est vraiment lié à l'applicatif ou aux ressources qu'on déploie dans Kubernetes. Il faut le tester. Il faut bien lire quand il y a des breaking change parce que ça arrive. Hein. Voilà. Plus souvent qu'on ne le pense. Quand une mise à jour va être faite, comment ça va fonctionner? On ne met pas tout l'ensemble du cluster en moment à jour en même temps, ça planterait tout en Android Dispo. On va le faire de manière entre guillemets intelligente et de manière en rollout, en roll-up.
Donc là, dans ce cluster-là sur lequel j'ai lancé la mise à jour, donc le cas c'est juste l'abréviation de kubectl, j'avais un cluster de nœuds à l'origine et j'ai lancé l'upgrade. Et là, quand je regarde la liste de mes nœuds, je m'aperçois en fait que j'ai un troisième nœud qui est apparu. Donc mes nœuds étaient à l'origine ici en 1.15.3, mes deux nœuds de base sont en 1.15.3, et je vois une 1.15.7 ici qui s'est mis à apparaître. Alors comment on va se faire l'orchestration? Ça va être, donc ça c'est fait par le service manager d'Azure, donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est que l'opération est finalement assez simple. Dès que vous lancez l'upgrade, eh bien si vous avez un cluster de nœuds, un troisième nœud va apparaître dans la nouvelle version. D'accord. Donc on ne fait pas en fait de mise à jour des binaires sur place, on remplace, on met des nouvelles images en fait. D'accord. On considère que les workers c'est du cattle, donc c'est du jetable, on n'a pas d'affectif dessus et on ne fait pas des montées de version par mise à jour des binaires. Donc on déploie une nouvelle image à côté en 1.15.7. Le système va créer un cordon autour d'un des nœuds qui est en 1.15.3, ici une vieille version. Donc le cordon va empêcher tous les nouveaux déploiements dessus. On va avoir ensuite un drain qui va être fait, donc le nœud est vidé de ces différents pods. Les différents pods sont détruits dessus, ils sont recréés automatiquement par le scheduler sur d'autres nœuds disponibles. Et une fois que le nœud est vidé, et que les autres nœuds ont bien, avec tout a été déployé à côté, eh bien le nœud vide est supprimé. Et à ce moment-là, donc là, hop, c'est ce qui s'est passé ici. Donc on a eu un nouveau nœud qui est apparu, qui était ready. Et ensuite, eh ben, là pareil, du coup, un nouveau nœud en 1.15.7 apparaît. Le cordon est placé sur le nœud dans l'ancienne version, le schedule ici disable, ça veut dire que le scheduler de Kubernetes ne peut pas envoyer des contenus dessus. Et puis le drain va être fait, et quand il sera vide, eh ben, il sera supprimé. Et à la fin, normalement, on se retrouve avec deux nœuds en 1.15.7. D'accord. Donc on ne dégrade pas la puissance du cluster lorsqu'on fait un upgrade, parce qu'en fait, on rajoute simplement des choses. D'accord. Alors, toutefois, ça impacte le workload. Ça impacte le workload si le workload n'a pas été conçu dans les règles de l'art de Kubernetes. C'est-à-dire si tu n'as pas plusieurs réplicas qui ont été faits, si tu n'as qu'un seul pod, c'est un peu embêtant. Mais faire du Kubernetes avec un seul pod pour un applicatif, c'est juste un peu con, quoi. Non, on aura l'occasion de revenir sur ces sujets de bonnes pratiques, parce que finalement, on voit que au-delà de la dispo en tant que telle, pour le plantage de ce qui pourrait y se passer de notre fait développeur d'application, il y a aussi le fait de pouvoir gérer simplement ces montées de version, de par le fait qu'on a une application qui soit bien conçue pour Kubernetes. Exactement. Et du coup, on va terminer normalement avec les stratégies, enfin, on va terminer, oui, quasiment terminé, avec les stratégies de mise à jour. Donc, il y a 3 grandes stratégies qui existent, telles que définies par nos équipes produits. Donc, la première, effectivement, c'est de faire ce que je vous ai montré, l'upgrade d'un cluster en utilisant les API. Donc, le temps de mise à jour va dépendre de la taille du cluster. Si on fait machine par machine, vous comprendrez que si on a un cluster de 100 machines, le temps de montée de version peut être long. Et si en plus on a attendu 3 versions d'écart de Kubernetes, ça peut être très long. D'accord ? Donc plus le cluster est grand, plus effectivement ça va prendre du temps. Il y a un risque néanmoins, on est encore sur quelque chose qui reste de l'informatique avec la loi immuable. La loi de Murphy ? La loi de Murphy, oui, exactement. Merci. J'avais tout d'un coup un blanc. La loi de Murphy, effectivement, qui va s'appliquer, qui dit que effectivement, si ça. Hésiter entre celle de Murphy et celle de Moore. Et voilà, c'est ça. Les deux, c'est dangereux. Donc la loi de Murphy. Au final, tout ce qui peut se passer se passera. Voilà, donc appelée également la loi de l'emmerdement maximal, donc la loi de Murphy. Donc effectivement, si on a un plantage durant un upgrade, alors en fonction si c'est un upgrade complet du cluster ou juste de notre pool, effectivement, ça peut être un peu embêtant. Et ça peut toujours arriver. C'est assez rare, mais on peut toujours imaginer. Donc on recommande du coup plutôt le upgrade in place sur des petits environnements alors non sensibles ou des choses qui ne sont pas forcément critiques. Voilà. Mais même si on peut le faire sur des grands, c'est pas la stratégie. Et c'est une stratégie qui a quand même le risque que potentiellement, effectivement, on peut avoir un quack durant l'upgrade. Et c'est bien connu que on a toujours eu on peut toujours avoir un souci. Donc il y a 2 autres stratégies qui sont assez intéressantes également. Donc il y a la Blue Green New Cluster. Donc ça marche bien quand effectivement quand c'est très bien redéployé l'ensemble de son code. Et qu'on n'a pas trop de données persistantes à l'intérieur du cluster. Ça, c'est encore un débat qu'on aura sur le stockage, Alex, je crois, la prochaine fois, si je dis pas de bêtises. Donc, prochain rendez-vous sur le dossier on le met où, notre stockage? Voilà, gros dossier. Donc là, l'idée, en fait, c'est de se dire, mon cluster, finalement, c'est qu'une unité de compute qui va traiter des choses. On est plutôt en stateless avec la donnée persistante à l'extérieur. Donc, factuellement, mon cluster, j'ai pas d'affectif dessus. Pourquoi j'en crée une nouvelle version? Je crée un nouveau cluster à côté.
avec la nouvelle version. Et puis, une fois que le deuxième cluster est bien redéployé avec l'application dedans, je switch simplement les routes DNS, ou la partie réseau, et j'envoie vers le nouveau cluster. Et puis, si tout se passe bien sur le nouveau cluster, et je décommissionne l'ancien. Donc là, c'est bien, c'est qu'il y a vraiment, il y a pas de le temps de mise à jour. En fait, c'est juste le temps de recréer en fait le nouveau cluster et de redéployer les workloads à l'intérieur. Il n'y a pas de risque. Parce que là, pour le coup, l'ancien est toujours là, à part rediriger le réseau à un instant T. Et ça marche très bien pour des gros clusters, effectivement, parce que là, du coup, l'instanciation et le switch, il est immédiat. Donc ça, c'est vraiment pour des gros clusters, c'est probablement ce qu'on va vous conseiller de faire. On peut également avoir cette approche blue-green sur du node pool, c'est-à-dire dire mes workloads tournent, mon workload tourne sur un node pool qui est par exemple en version, je dis n'importe quoi, 1.15. Je crée un deuxième node pool à côté qui est en 1.16. Je redéploie mon application dessus avec l'attention à bien utiliser les bons labels selector, les bonnes teintes, etc. Et puis ensuite, je switch mes connexions réseau et je vois si tout se passe bien. Si tout se passe bien, je peux supprimer l'ancien node pool. D'accord. Là, par contre, effectivement, le control plane, il y a toujours le risque que le control plane, lui, par contre, il est là et on l'upgrade et on a potentiellement un risque. Donc, on va dire que, entre guillemets, le plus risqué, c'est de faire la totalité en in-place. Un peu moins risqué de faire des nouveaux node pools pour ces applicatifs. Et carrément, celui où il n'y a pas de risque, vraiment, c'est le vert bleu avec un nouveau cluster à côté. Voilà, c'est les trois stratégies qui peuvent exister. Là encore, ça dépend de la criticité de vos environnements et du risque que vous souhaitez ou pas accepter. Et voilà, en fait, du coup, se termine ce joli dossier et ce premier épisode en fait des Azure Newscast sur lequel effectivement on a parlé un petit peu des nouveautés au mois de janvier 2021 côté Kubernetes dans Azure. Messieurs, est-ce que vous voulez préciser autre chose à part dire un grand merci à ceux qui ont suivi et qui ont résisté jusqu'à la fin? Peut-être faire un petit teasing sur la prochaine édition, le prochain dossier. Pour la suite, on a une liste de sujets longue comme le bras. On en a plus d'une douzaine dans les tuyaux, donc restez bien connectés, je dirais, et surveillez un petit peu les nouveautés. On va sortir dans quelques semaines un prochain épisode. Donc, 12 sujets, on verra comment on les priorise, et puis n'hésitez pas à nous faire du feedback, surtout sur vos besoins, et puis de réagir par rapport à ce qu'on a pu dire. On sera très friand de pouvoir revenir dessus éventuellement et de faire des jeux de questions-réponses s'il le faut pour préciser les choses. C'est une vraie discussion. Nous sommes dans des environnements très dynamiques, très mouvants et nous apprenons tous, donc il n'y a pas de malaise justement pour adopter de nouveaux comportements, des nouvelles façons de faire. Donc rendez-vous dans quelques semaines. Plusieurs sujets sont dans les tuyaux. Un sur le stockage dans AKS. Donc, gros sujet. Est-ce que je stocke mes données à l'intérieur même du cluster? Est-ce que je les mets en dehors? De quelle façon? C'est quoi les bonnes pratiques? Qu'est-ce qu'on a comme feedback à faire là-dessus? Donc, sujet hyper intéressant. Et Nicolas, toi aussi, tu travailles sur un sujet très bientôt? Oui, alors là, on va traiter plus spécifiquement de la notion d'ingress. Donc, comment est-ce que je gère l'exposition de mes applications containerisées, podifiées dans Kubernetes? Comment est-ce que je les expose à l'extérieur à travers ces notions d'ingress qui sont propres à Kubernetes? Et quels services dans Azure, quelles caractéristiques d'AKS ou quels projets open source vont pouvoir m'aider dans cette tâche d'exposer mon application et de la rendre accessible sur l'Internet? Eh bien, écoutez, messieurs, c'est parfait. Eh bien, on se dit à peu près d'ici 15 jours, à peu près. Allez, challenge. Voilà. Dans 15 jours. Merci, au revoir. À bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez être informé justement de la mise à dispo de la prochaine vidéo. C'est le meilleur moyen de les avoir dès qu'elles sortent. Voilà, à bientôt. Au revoir.